Le biais d'ancrage, c'est une distorsion cognitive dans laquelle quelqu'un va créer un point de référence qui va servir de base pour toute la négociation qui va suivre. C'est une technique hyper puissante. Cela peut par exemple permettre de créer un point de référence qui soit artificiel, et ça permet évidemment d'influencer le jugement de ce qu'il va y avoir après. Laissez-moi vous expliquer l'expérience scientifique qui a permis d'identifier ce biais. C'est l'expérience de Tversky et Kahneman. On demande à un groupe de personnes de lancer une roue de la fortune. Celle-ci est truquée. Ils voient des chiffres de 0 à 100, mais en réalité la roue ne peut s'arrêter que sur 10 ou 65. On leur pose ensuite une question qui n'a rien à voir. En l'occurrence, on leur a demandé quel est le pourcentage des pays africains qui sont à l'ONU. Si jamais l'individu avait un chiffre 10 qui était sorti dans la roue de la fortune, alors il allait répondre un chiffre proche de 25%. Si jamais il avait eu le chiffre 65 sur la roue de la fortune, alors il va annoncer un chiffre plus proche de 45%. Ça n'a absolument rien à voir, la roue de la fortune n'est absolument pas corrélée à la question qui s'ensuit, et pourtant, il y a un biais d'ancrage dans le cerveau qui fait qu'avec le chiffre qu'ils ont eu avant, ils vont donner un nombre qui va correspondre et qui va se rapprocher de ce chiffre qu'ils ont pu voir précédemment. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ça dans une négociation? Pour se servir de la méthode de l'ancrage, il y a une condition clé, il ne faut pas avoir de valeur de référence entre les deux personnes. Je m'explique. Le biais de l'ancrage ne fonctionne pleinement que lorsque l'individu ne connaît pas précisément la valeur réelle. Ce que permet cette technique, ça va être de créer une valeur fictive à partir de laquelle le restant de la négociation va se passer. On va exploiter les zones grises sur un prix, sur un salaire, sur une peine, voilà, avec des juges. Je vais vous expliquer ensuite un exemple avec des juges de quelque chose qui a été incroyable sur l'ancrage, ou alors dans l'estimation d'un objet. Le corollaire de ça, c'est qu'une personne qui a une expertise élevée va être particulièrement résistante à l'ancrage parce qu'elle a déjà une valeur très précise en tête de ce qu'elle veut. Par contre, si jamais c'est flou, si jamais c'est une personne qui est débutante ou qui ne sait pas vraiment, alors ça va très bien marcher. Le corollaire de cela, c'est qu'une personne avec une expertise élevée sur le domaine va avoir une résistance à l'ancrage. L'ancrage va marcher sur des personnes qui n'ont pas forcément de référentiel. Cela fonctionne particulièrement bien dans le cadre d'une première offre, par exemple, sur un bien immobilier. Une fois qu'il y a déjà eu des offres, alors il y a déjà eu un référentiel qui a été créé et la technique de l'ancrage va moins bien marcher. Je me rends compte très régulièrement sur mon métier dans la négociation immobilière, dans lequel je vais avoir des personnes qui sont incapables de sortir d'un prix de référence qu'ils ont déjà entendu, même si celui-ci était absurde. Cela peut être une offre ancienne ou le prix estimé par un voisin, peu importe, mais ce premier prix est souvent un ancrage très fort duquel un vendeur va avoir du mal à se sortir. L'ancrage, c'est le point de départ à partir duquel toutes les propositions ultérieures vont être ajustées. Cette technique va permettre de canaliser les concessions, de réduire l'amplitude des contre-offres et de structurer le champ de la négociation. C'est-à-dire que le premier qui parle va pouvoir définir dans quel cadre est-ce qu'on va parler. C'est assez contre-intuitif, mais souvent on va dire le premier qui parle a perdu dans une négociation. Avec la technique de l'ancrage, c'est l'inverse, parce que c'est le premier qui parle qui va fixer le cadre dans lequel on va jouer. Vous pouvez placer un ancrage initial, c'est-à-dire que vous donnez un premier chiffre qui va permettre de donner la référence pour la suite, ou alors un ancrage récurrent en répétant implicitement quelque chose qui plusieurs fois vont permettre de fixer dans le cerveau de la personne que vous avez en face un chiffre qu'ils vont retenir et dont ils vont se servir pour la suite de leur réflexion. Des exemples, vous avez une voiture à 10 000 euros, vous allez proposer un premier 6 500 euros, ce qui, dans la tête de votre interlocuteur, va lui donner un référentiel pour dire, en fait, il va pas m'en donner 10 000 euros, il va plutôt partir sur quelque chose de plus bas et il va faire une contre-proposition par rapport à ce 6 500 euros. Je vais nuancer par rapport à ça, c'est qu'il faut aussi vraiment penser qu'en face de vous, vous avez une personne avec un ego et qu'avec certains profils de personnalité, si jamais vous allez chercher quelque chose de trop fort, alors peut-être que vous allez les heurter et que, au contraire de pouvoir provoquer un ancrage positif, ils vont se braquer, se fermer et au final refuser le restant de la négociation. Avant de poser un ancrage, essayez d'être fin, de lire la personne que vous avez en face de vous pour savoir qu'est-ce qui serait acceptable par rapport à lui. Pour cela, vous pouvez poser des questions par rapport à son projet, qu'est-ce qu'il souhaite faire de l'argent, est-ce qu'il y a un réinvestissement derrière, est-ce qu'il y a un besoin par rapport à une somme minimum, ce qui vous permettra de donner un cadre par rapport à tout ce qui va fonctionner. Et pour cela, je vous invite à discuter avec la personne, lui poser des questions et parler du projet avant de vraiment rentrer dans la négociation.
C'est à l'opposé de ce qu'on peut voir sur Le Bon Coin, par exemple, lorsqu'on met quelque chose sur Le Bon Coin de nos jours, où en fait, vous avez beaucoup de propositions de personnes qui demandent tout de suite quel est le dernier prix, ou qui ont des offres de négociation très agressives, et souvent, elles sont perçues comme grossière ou vulgaire, alors qu'effectivement c'est une technique d'ancrage, mais n'ayant pas mis le contexte qui va avec, alors ça paraît complètement hors de propos. La clé pour cette technique est donc de parler en premier. Et donc c'est vraiment l'opposé de la phrase qui dit « le premier qui parle dans une négociation a perdu ». Ici, le premier qui parle va définir le terrain de jeu et va maximiser le résultat final pour lui. L'exception évidemment, c'est quand on a un manque total d'informations. On en a parlé juste avant, si vous ne savez pas comment la personne en face de vous va réagir, alors c'est très risqué de lancer un ancrage agressif. C'est également difficile si vous avez un expert en face de vous, étant donné qu'il a sûrement un chiffre en tête, ce chiffre étant basé sur sa connaissance du milieu, sa connaissance du marché. Si vous arrivez avec un ancrage agressif, vous risquez de le heurter et d'aller en confrontation directe avec son ego, ce qui sera totalement contre-productif. Pour la première offre, pour fixer le premier ancrage, vous pouvez avoir un ancrage qui soit extrême, mais il faut qu'il reste crédible. Si jamais vous donnez un prix qui est complètement hors de propos, cela risque d'être très compliqué. Je vous invite à rester respectueux de la personne que vous avez en face. C'est pour cela qu'il faut d'abord acquérir du contexte sur cette personne pour comprendre ce qui est acceptable pour lui. Certaines personnes acceptent très mal le marchandage. À l'inverse, chez certaines autres personnes, c'en est presque un jeu, et du coup vous pouvez jouer à faire un ancrage très fort, et ensuite rentrer dans un jeu de ping-pong avec des échanges qui vont tendre vers un prix qui conviendra aux deux parties. Une technique qui est couramment utilisée dans l'ancrage est également la fixation d'un prix très précis. Par exemple, dans l'immobilier, vous pouvez donner un prix à 105 453 €. Le fait d'avoir un prix très précis donne l'impression qu'il y a eu du travail, du calcul derrière ce prix-là, et donc que celui-ci est particulièrement crédible parce qu'il est étayé sur des faits. Les marques en utilisent régulièrement, avec par exemple des prix affichés qui sont particulièrement précis. On voit souvent des choses affichées à 14,53 €, qui du coup derrière implique que le prix a été calculé sur un prix très précis. Cela va donner un ancrage encore plus fort que si vous donnez un ancrage qui semble avoir été donné de manière arbitraire. Un exemple précis est vraiment de donner un prix à 4 998 € pourra donner un ancrage plus fort qu'un prix à 5 000 €. Pourtant, il n'y a que 2 € de différence. Laissez-moi vous donner un autre exemple avec des magistrats. On a demandé à des juges, juste avant de se prononcer pour un jugement, de tirer un chiffre au hasard. Soit ils ont lancé un dé, soit ils ont tiré une carte dans un jeu de manière aléatoire. Et de manière très surprenante ensuite, ceux qui ont tiré un chiffre élevé ont prononcé une peine globalement plus lourde, ceux qui ont tiré un chiffre bas ont prononcé une peine plus légère. Même si le chiffre n'avait rien à voir avec l'affaire qui a été jugée, et les juges en avaient parfaitement conscience, malgré tout, leur jugement a été influencé par un chiffre aléatoire qu'ils ont obtenu juste avant. Ça paraît absolument dingue. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail avec la méthode Ackermann. Celle-ci a été popularisée par Chris Voss, le négociateur du FBI, qui a notamment écrit le livre « Ne jamais couper la poire en deux ». Le but de la méthode Ackermann, c'est de donner un cadre très précis pour dire quels sont les chiffres à proposer pour créer un ancrage qui soit crédible. La stratégie, elle est très structurée, elle est progressive et elle cherche à atteindre un objectif ciblé avec des paliers marqués. Ces paliers sont calculés et ils sont assez simples à retenir. C'est que vous avez un palier, le premier, à 65% de la valeur, puis 85%, puis 95%, puis 100%. Et la dernière offre doit être très précise. Pour la dernière offre, on n'annonce pas un chiffre rond. On fait un chiffre avec une virgule, ou en tout cas un chiffre qui est particulièrement précis. Si je donne un exemple pour la méthode Ackermann, vous voulez acheter un bien immobilier qui est à 200 000 €, de votre point de vue, même si celui-ci est affiché à 250 000 ou 300 000 €, alors votre première offre doit être à 65% des 200 000 €, soit 130 000 €. On peut comprendre que ça peut être très agressif pour un vendeur. Il faut bien, avant de commencer cette technique, acquérir du contexte pour être sûr que cette offre ne va pas braquer le vendeur et le fermer complètement à toute négociation. Ou alors, il faut réviser sa cible et avoir une cible qui soit en corrélation avec les attentes du vendeur. Et par rapport à ce qu'on a dit juste avant, il ne faut pas que le dernier chiffre soit 200 000 €, mais par exemple 195 867, un chiffre précis. C'est la méthode Ackermann. Pour avoir un ancrage qui soit encore plus crédible, il faut ajouter une justification. Même quelque chose de trivial, peu importe, mais donner quelque chose de précis. Ok, moi j'ai regardé par rapport au marché, j'ai vu sur le DVF, les données de valeur foncière, que le marché immobilier ici se situait plutôt autour de tel prix. Je pense qu'il y a des travaux.
je pense que cette voiture nécessite une réparation, etc., etc. Peu importe, donnez un justificatif, quelque chose qui vous permet d'étayer le chiffre que vous allez donner. Cela lui donne de la crédibilité et va donner un ancrage beaucoup plus fort chez la personne que vous avez en face. Pour préparer votre négociation, vous pouvez aussi préparer plusieurs encres. Si vous ne connaissez pas la personne que vous avez en face avant d'aller négocier avec elle, alors je vous invite à préparer plusieurs scénarios. Une fois que vous aurez commencé à discuter, compris le projet, la personne, sa personnalité, etc., alors vous pouvez orienter votre négociation sur l'un ou l'autre de ces scénarios pour éviter de partir sur une piste qui va être une impasse et qui risque de braquer la personne et de la bloquer et au final d'être très contre-productif. Si jamais vous avez un scénario très agressif et un scénario qui l'est moins, suivant si la personne vous la sentez ouverte ou non, si vous créez du lien, si jamais vous voyez que son projet va être pressé, alors vous prendrez le scénario plus agressif ou non. Cela permet également de réduire le stress pour vous en ayant plusieurs alternatives et en ne partant pas avec un seul plan A sans avoir de plan B si jamais la situation ne se passe pas comme vous l'entendez. Comment faire maintenant quand quelqu'un pose un ancrage dans la négociation et que c'est vous qui en êtes le sujet? La meilleure technique est la technique du contre-ancrage. Vous allez ignorer la proposition de la personne et vous allez déplacer le cadre de la négociation à partir de votre propre ancrage. Vous refusez comme ça implicitement l'encre que la personne a donnée et vous allez reprendre l'initiative en donnant un autre chiffre. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'appartement sur lequel quelqu'un en attend 200 000 euros, vous êtes le vendeur et vous l'avez proposé à 250 000, la personne vous propose 130 000, alors vous dites non, absolument pas, et vous donnez un ancrage beaucoup plus haut en le justifiant par rapport au prix du marché, en donnant quelque chose qui soit étayé dans votre réflexion, et vous allez donner un ancrage beaucoup plus haut, par exemple, je ne descendrai pas en dessous de 240 000. Et de cette manière, vous allez remettre un ancrage très haut qui oblige la personne en face à se réajuster par rapport à votre ancrage. De la même manière, si quelqu'un vient avec un ancrage très fort, obligez-le à se justifier. Rentrez dans le détail. Si jamais sa définition n'est pas assez étayée, alors vous pourrez avoir des éléments sur lesquels vous appuyez pour avoir un contre-argumentaire par rapport à ce qu'il a proposé. Si jamais il va indiquer un prix bas pour des travaux, pour un emplacement qui n'est pas le bon, etc., etc., alors vous pouvez contre-argumenter et dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec vous » et rentrer dans quelque chose de précis. Demandez une justification précise. Vous pourrez alors voir si l'ancrage a été posé de manière arbitraire ou alors si c'est quelque chose qui a été vraiment pensé et réfléchi ou alors si c'est une stratégie juste pour arriver sur un autre prix. Creusez, essayez d'aller voir plus loin. Si vous savez également que la personne va faire un ancrage, alors vous pouvez également faire un auto-ancrage préventif. Je m'explique. Vous savez qu'en face, vous allez avoir une personne qui va être assez agressive en négociation. Alors de vous-même, vous allez fixer un chiffre qui correspond déjà à un ancrage qui est différent et qui vous permet que l'ancrage de l'adversaire ne soit pas le premier qui soit fixé. Vous avez posé un auto-ancrage. À titre personnel, en tant que négociateur, j'utilise beaucoup cette technique, notamment en préparant des vendeurs. Si je sais qu'un acquéreur va faire une offre agressive, alors je les prépare en leur donnant un chiffre qui est déjà naturellement bas, plus bas que celui que va donner l'acquéreur, pour que je leur donne un cadre de référence qui va être négatif et que l'offre de l'acquéreur soit alors plus élevée que leur attente. Auquel cas, ils sont plutôt contents, alors que s'ils prenaient de base l'offre de l'acquéreur, ils auraient tendance à se sentir offusqués par une offre qui est trop basse. Une technique régulièrement utilisée dans l'immobilier est la technique dite du double écart, dans lequel vous allez donner un prix bas en dessous de l'offre réelle de l'acquéreur que vous allez communiquer au vendeur, et une fois que le vendeur l'a accepté, l'a entendu, alors vous allez revenir quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, avec la vraie offre de l'acquéreur. Par exemple, toujours avec notre appartement à 250 000 euros, imaginons qu'un acquéreur arrive et fasse une offre à 230 000 euros. Alors vous allez annoncer une offre à 220 000, ce qui permet de préparer le vendeur à se dire qu'il va y avoir une négociation marquée. Puis quelques heures plus tard, vous dites, en fait, l'acquéreur a décidé de se positionner à 230 000. Son offre à 230 000 devient positive, alors que si elle avait été annoncée tout de suite, elle aurait paru négative. Certains agents immobiliers m'ont remonté qu'en utilisant cette technique du double ancrage, ils avaient augmenté leur taux d'acceptation des offres de 50% à 90%. Pour garder la main dans une négociation avec un ancrage, il faut également éviter l'auto-négociation. Je m'explique. Il ne faut pas affaiblir son propre ancrage en proposant soi-même des alternatives plus faibles. Si vous avez fixé un ancrage, alors il faut s'y tenir. Il ne faut pas lâcher. Si jamais vous posez un ancrage et que rapidement vous sortez de ce cadre, alors vous donnez la main à la personne que vous avez en face et vous avez déjà perdu. Pour conclure, la technique de l'ancrage et la méthode Ackermann
permettent de définir son cadre de négociation, et avec une information suffisante et suffisamment de préparation, ils permettent de donner un avantage stratégique dans une négociation. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos sur des techniques de négociation. Si les techniques de négociation vous intéressent, venez me suivre sur LinkedIn où je suis très actif et donne beaucoup de contenu pour pouvoir alimenter votre réflexion et devenir meilleur en négociation.